Pourquoi le monde a-t-il ignoré cela? On nous dit que l'Afghanistan est une terre stérile. C'est un mensonge. Ce documentaire parle de ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Nous parlons de lacs si bleus qu'ils semblent faux, de forteresses sculptées par Alexandre le Grand et d'un sport joué avec un... Eh bien, vous verrez, ceci n'est pas un reportage. C'est un voyage au cœur d'une civilisation. Nous allons trouver le véritable Afghanistan, caché à la vue de tous. Et les secrets que nous découvrons à l'intérieur de la mosquée bleue sont, pour le moins, choquants. Lorsque vous laissez derrière vous le bruit des villes, le monde change. L'air se raréfie. Le ciel s'agrandit. Et le silence est, pour le dire poliment, assourdissant. Notre voyage dans l'Afghanistan caché commence dans les hautes terres centrales, dans la province de Bamiyan. C'est un lieu de légende, un lieu sculpté par la nature et marqué par les mains humaines. C'est une terre où la terre elle-même semble raconter des histoires, où chaque ruine a un nom et chaque vallée a un secret. Ce n'est pas l'Afghanistan auquel vous vous attendez. C'est celui qui attendait, caché à la vue de tous. Notre voyage commence au centre même du pays, dans un bassin d'altitude entouré par les sommets enneigés de l'Hindu Kush. C'est Bamiyan. Pendant des siècles, ce fut une étape cruciale sur la route de la soie. Un carrefour pour les marchands, les moines et les armées. Mais aujourd'hui, c'est un lieu d'une beauté profonde et tranquille. L'air y est rare et vif. Et le soleil est teintant. La première étape, cependant, ne semble pas appartenir à cette planète. Nous sommes arrivés au parc national de Bandé Amir, et tout de suite, vous le voyez, cela semble faux. On dirait que quelqu'un a pris une photo d'un canyon rocheux, stérile et poussiéreux, puis a peint numériquement le bleu le plus impossible et le plus vibrant que vous ayez jamais vu. Mais c'est réel, c'est le premier et unique parc national d'Afghanistan. Une chaîne de 6 lacs incroyablement turquoises, reliés par des cascades, se dressant contre des falaises de roches rouges. C'est une oasis surréaliste. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette couleur ne vient pas d'un filtre. Et elle ne vient pas du ciel. Elle vient de l'eau elle-même. La fonte des neiges des montagnes est incroyablement riche en minéraux, en particulier en carbonate de calcium. Cette eau, riche en minéraux, construit des barrages naturels de travertin, couche par couche, sur des milliers d'années. Ces barrages sont ce qui retient l'eau, créant les lacs. C'est une merveille géologique, un processus si lent et si parfait qu'il dépasse l'entendement. Mais les habitants vous raconteront une autre histoire. Ils ne parlent pas de travertin. Ils parlent de l'imam Ali, le cousin et gendre du prophète Mohammed. Selon la légende, l'armée d'Ali traversait ce désert, assoiffée et désespérée de trouver de l'eau. Il a frappé les falaises avec son épée, et en une seule nuit, ces 6 lacs ont jailli pour sauver ces hommes. Chaque lac porte un nom. Le plus grand est Bande Zulfikar, le lac de l'épée.
Un autre est Bande Aibat, le lac de splendeur. Pour un visiteur, cet endroit est synonyme de paix pure. Vous verrez des familles locales qui ont roulé pendant des heures, pique-niquer sur les rives. L'activité la plus populaire et un spectacle vraiment étrange est de pagayer sur l'eau saphir dans des pédalos originaux en forme de cygne. Dans ce paysage éloigné et accidenté, un pédalo cygne jaune vif est la dernière chose à laquelle vous vous attendez. L'hébergement ici est basique. Vous ne trouverez pas d'hôtel 5 étoiles. Ce que vous trouverez, ce sont de simples maisons d'hôtes en briques de boue, gérées par des familles locales, offrant des couvertures sur le sol et une vue qui coûterait des milliers de dollars ailleurs. La spécialité locale, de la truite fraîchement pêchée dans les lacs, grillée sur un petit feu sur la rive et assaisonnée d'herbes de montagne. Au coucher du soleil, les lacs passent du saphir à un émeraude profond. Et le silence n'est brisé que par le vent. Mais cette paix est nouvelle. Et elle est fragile. À une courte distance en voiture, nous trouvons un autre type de silence. Un silence plus lourd, un silence qui parle d'une grande perte. Nous sommes dans la vallée principale de Bamiyan, debout devant les niches des Bouddhas de Bamiyan. Mais les Bouddhas ont disparu. Tout ce qui reste, ce sont deux immenses vides creusés dans la falaise, comme des empreintes de pas géantes d'un dieu perdu. L'échelle est presque impossible à comprendre. Une niche mesure plus de 180 pieds de haut, l'autre mesure 125 pieds. Pendant 1500 ans, deux des plus grandes statues de Bouddha debout au monde ont veillé sur cette vallée. Elles ont été sculptées au VIe siècle, lorsque cette vallée était un centre florissant du bouddhisme. C'étaient des icônes de la route de la soie. Moines, marchands et pèlerins venus d'aussi loin que la Chine et l'Inde s'arrêtaient ici, s'émerveillant de leur taille et de leur beauté, peintes de couleurs vives et d'or. Elles ont survécu aux hordes de Gengis Khan, mais elles n'ont pas pu survivre à l'an 2001. Dans un acte qui a choqué le monde, elles ont été détruites. Le vent résonne maintenant dans les espaces vides. Un son bas et lugubre, mais ce que beaucoup négligent, c'est ce qui se trouve autour des niches. Toute la falaise est criblée de plus de 1000 grottes de moines. En grimpant dans ces grottes, vous remontez le temps. À l'intérieur, dans l'obscurité fraîche, vous pouvez encore voir des peintures murales décolorées sur les murs de plâtre. Des peintures d'êtres célestes, des scènes de textes bouddhistes. Leurs couleurs, bleu lapis-lazuli, rouge minéral, toujours vibrante après des siècles. L'UNESCO et des équipes du monde entier sont ici, travaillant pour stabiliser les niches fragiles et cataloguer les fragments des statues. Parfois, lors d'anniversaires spéciaux, ils projettent les Bouddhas dans leurs maisons vides avec de puissants lasers. C'est un spectacle fantomatique, beau et déchirant. Les habitants murmurent que pendant les pluies tamas de mousson, les niches pleurent, l'eau coulant sur les grottes aux yeux vides. Depuis le fond de la vallée, nos yeux sont attirés vers le haut, loin au-dessus de nous. Perchés comme l'épine dorsale d'un dragon sur une falaise cramoisie, se trouvent les ruines de Charezahak.
mieux connue sous le nom de la Cité Rouge. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. La montée est raide et dangereuse, une escalade sur des rochers meubles et des rebords étroits. Il n'y a pas de rampes ici. Votre récompense est la vue et un sentiment d'isolement complet. Cette ville, forteresse vieille de 1500 ans, gardait autrefois l'entrée est de la vallée de Bamiyan. Ses murs, ses tours et ses maisons sont faits de la même brique de boue rouge que les falaises, la rendant presque invisible de loin. C'est un camouflage naturel parfait. Ce fut un bastion zoroastrien bien avant d'être une forteresse. Mais elle connut une fin terrible. En l'an 1221, les armées de Gengis Khan arrivèrent. Le siège fut long et brutal. La Cité Rouge tint bon. Mais comme le raconte la légende ici, la forteresse ne fut pas prise par la force. Elle fut prise par trahison. Une histoire locale raconte une reine, en colère contre son père, qui montra aux Mongols un passage d'eau secret menant à la forteresse. Les Mongols prirent d'assaut les portes. Et dans sa rage, Gengis Khan, dont le propre petit-fils avait été abattu lors du siège, ordonna qu'aucune chose vivante ne soit épargnée. Ils ne laissèrent de rien debout. Vous pouvez sentir cette histoire dans le vent. Les vues panoramiques de la vallée sont stupéfiantes, mais il y a une lourdeur ici. Les habitants disent que les fantômes de ces défenseurs gardent toujours les tours balayées par le vent, leurs murmures perdus dans le bruit du vent. Cette vallée est pleine de tels endroits, des lieux dont les noms racontent leurs propres histoires. Non loin se trouve une autre ruine, Shar-e-Golgola, qui se traduit de manière effrayante par la cité des cris. Ce fut le dernier bastion ghoride contre les Mongols lors de cette même campagne sanglante en 1221. Lorsque la Cité Rouge tomba, cette citadelle au sommet de la colline fut le dernier refuge. Les Mongols assiégèrent et la défense fut désespérée. Mais lorsqu'elle tomba finalement, la destruction fut si complète que les cris de ses habitants auraient résonné dans la vallée, donnant à l'endroit son nom pour toujours. Aujourd'hui, la citadelle en ruine se fond dans les pics de l'Hindu Kush. C'est une silhouette obsédante et cinématographique, surtout au coucher du soleil. Les murs sont dentelés, des dents cassées contre le ciel. C'est un endroit populaire pour les familles locales pour pique-niquer, un contraste étrange et résilient de nouvelle vie contre un vieux et sombre souvenir. Mais comme tant d'endroits en Afghanistan, cette ville a un secret. Une légende locale affirme qu'un tunnel caché mène du trésor de la citadelle jusqu'à la vallée et à une grotte lointaine. Un tunnel, disent-ils, qui est toujours rempli des trésors bouddhistes enterrés et de l'or ghoride des dirigeants de la ville, cachés dans les derniers instants avant la chute. Des chasseurs de trésors ont cherché pendant des siècles. Ils n'ont rien trouvé, mais l'histoire persiste. L'endroit le plus étrange de Bamiyan, cependant, pourrait être à une courte distance en voiture vers l'ouest. C'est Darya Ajdahar, la vallée du dragon. Cette gorge brumeuse
contient ce qui ressemble exactement à un dragon. Serpentant à travers la vallée, sur plusieurs miles, se trouve une formation rocheuse massive et sinueuse qui ressemble précisément aux os et aux écailles pétrifiées d'une bête mythique. Le mythe est puissant et chaque enfant de Bamiyan le connaît. Un dragon terrible vivait dans cette vallée, terrorisant les villageois, exigeant des tribus de nourriture et de bétail. Les gens prièrent pour un héros. Finalement, l'imam Ali, le même héros des lacs, arriva. Il affronta la bête et après une puissante bataille, il tua le dragon avec son épée. Son corps se transforma en pierre. Un rappel permanent de la victoire du bien sur le mal. La science, bien sûr, dit quelque chose de différent. C'est plus de travertin, le même dépôt minéral que les lacs, sculpté par une ancienne rivière. Mais debout là, avec des nids d'aigle perchés sur les écailles du dragon et des fleurs sauvages qui s'épanouissent dans la brume, il est beaucoup plus facile de croire au dragon. Notre dernier arrêt dans cette région montre l'ingénierie pure du passé et sa vulnérabilité. C'est Shah el-Burj, le fort des 40 tours. Ce ne sont pas seulement des ruines, ce sont un complexe de forteresses médiévales avec des tours de guet ghorides vieilles de 900 ans. Littéralement érodées dans les falaises. Ces tours ont été construites pour garder les routes commerciales, sentinelles silencieuses, surveillant toute armée ou caravane de bandits. Elles aussi ont été endommagées par les Mongols, mais elles subsistent, s'accrochant à la roche. Elles surplombent des vergers de pommiers paisibles, alimentés par la même fonte glaciaire qui alimentait les forteresses. Qu'est-ce qui est caché ici? À l'intérieur de certaines des tours les plus protégées, les archéologues ont trouvé des poèmes d'amour sculptés en écriture koufique, racontant l'histoire d'une romance interdite d'un sultan. C'est une touche d'humanité dans un endroit construit pour la guerre. Les hautes terres sont un lieu d'une beauté profonde et de cicatrices profondes et non guéries. Mais l'histoire de l'Afghanistan est une histoire d'empire. Pour trouver le chapitre suivant, nous devons voyager vers l'ouest. Le voyage vers l'ouest est long. Le paysage passe de la roche d'altitude à une étendue vallonnée et plus sèche, une terre de collines vert pistache et d'horizons sans fin. Nous nous dirigeons vers Herat, le joyau de l'ouest de l'Afghanistan. Pendant des siècles, cette ville fut la capitale culturelle du monde, une rivale de Florence ou de Venise pendant la Renaissance. C'était une ville de poètes, de peintres, d'architectes et d'érudits. Et vous pouvez encore voir les ossements de cette grandeur. La première chose que vous voyez, dominant la ville, est la citadelle d'Herat. Ce n'est pas un bâtiment subtil. C'est une forteresse imposante et massive, en briques de boue sur un éperon rocheux élevé. Elle ressemble à un château de sable construit par des géants. Elle est également connue sous le nom de citadelle d'Alexandre, car il construisit la première forteresse sur cet endroit même, autour de 330 avant l'ère commune, après avoir conquis la ville. Elle a été reconstruite plus de 20 fois depuis lors par chaque empire qui est passé, les Ghorides, les Timourides, les Moghols. La chose à propos de cet endroit est l'histoire. Elle a résisté à 17 sièges différents. Pour le dire poliment, ces murs ont tout vu. Marcher sur ces remparts au coucher du soleil est un incontournable.
tout visiteur. Les vieux bazars de la ville s'étendent sous vous, l'air chaud et poussiéreux sent la cardamome et le cumin du marché aux épis. Vous pouvez voir toute la ville et votre œil est attiré par les minarets qui percent l'horizon. À l'intérieur, c'est un labyrinthe de cours, de tours et de casernes, avec un nouveau musée. Mais l'histoire qui reste est celle d'une chambre secrète, profondément dans les fondations, où les dirigeants timourides auraient caché des cartes en or qui montraient les emplacements d'autres villes perdues de la route de la soie. Depuis les remparts de la citadelle, vous pouvez voir le cœur de la ville, une éclaboussure de bleu brillant. C'est la mosquée du vendredi ou la grande mosquée d'Hérat. C'est sans aucun doute l'un des plus beaux bâtiments sur Terre. C'est un chef-d'œuvre de carreaux bleu cobalt. Ce n'est pas seulement bleu, c'est toutes les nuances de bleu, du bleu marine profond au turquoise vif. Les motifs arabesques complexes, les volutes de calligraphie, c'est comme un kaléidoscope dans lequel vous pouvez entrer. Hélos a été construite pour la première fois en l'an 1200 de l'ère commune par la dynastie Ghoride, mais ce sont les Timourides, au XVe siècle, qui l'ont perfectionnée, la recouvrant de ces carreaux incroyables. On dit qu'elle contient l'équivalent de plus de 400 minarets de carreaux. Un fait surprenant que beaucoup ignorent, les carreaux ne sont pas seulement des motifs. Beaucoup d'entre eux encodent des poèmes soufis sur l'amour et la divinité. Et il y a une histoire d'un mihrab caché, une niche de prière qui a été construite par un architecte sourd qui l'a conçue pour amplifier et chuchoter des prières à ceux qui ne pouvaient pas entendre. Se tenir dans la cour centrale un vendredi avec des milliers de fidèles est une expérience puissante. Un visiteur doit bien sûr retirer ses chaussures et les femmes reçoivent un chador à porter. L'hospitalité est immédiate. Les habitants s'approchent souvent, non pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais simplement pour pratiquer leur anglais et vous souhaiter la bienvenue. Hérat était une ville d'art. Et elle était dirigée par une femme d'art. La reine Gawhar Shad. Son héritage est partout. Mais il est aussi brisé. Nous visitons les minarets et le complexe de Moussala. Aujourd'hui, ce n'est surtout qu'une ruine. Quelle ruine! 5 minarets imposants, dont certains mesuraient à l'origine plus de 180 pieds de haut, s'élèvent du sol recouverts de ce qui reste de leurs superbes carreaux émaillés turquoise. Des inscriptions poétiques les enveloppent. Ils se dressent dans un jardin de roses sauvages. C'était autrefois un complexe massif, une mosquée, une école, une bibliothèque. Tous commandés par la reine Gawhar Shad au XVe siècle. Elle fut l'une des mécènes des arts les plus puissantes de l'histoire. Le complexe fut majoritairement détruit au XIXe siècle, mais les minarets subsistent. Le conte local est que le fantôme de la reine rôde toujours dans les jardins, finançant des érudits dans leurs rêves. Les habitants laissent des offrandes de sucre et de noix à la base des tours à l'aube. Non loin se trouve sa tombe, le mausolée de Gawhar Shad.
C'est un élégant dôme timouride, situé dans un parc replant. La faïence ici est complexe, fleurissant comme un jardin gelé. C'est la tombe de la femme qui a créé l'apogée culturelle d'Hérat. Mais il y a un secret ici aussi. Un historien a affirmé avoir trouvé son journal, non pas sur papier, mais gravé dans les murs de ses appartements privés, détaillant un complot pour régner elle-même en tant qu'impératrice, une histoire qui n'a jamais été publiée. Et le journal, s'il existait, est perdu. Hérat est une ville de mystiques. Nous visitons la tombe de Jami, le lieu de repos du grand poète soufi persan du XVe siècle, Abdur Rahman Jami. C'est un endroit serein, situé au milieu des bosquets de pistachiers. L'air est doux. La calligraphie semble tournoyer comme de la fumée des brûleurs d'encens. C'est là que Jami a composé son dernier ghazal, une forme de poème. L'histoire raconte qu'il l'a écrit sous une comète. Et dans le poème, il a prédit la chute de la dynastie timouride. Un court trajet en voiture mène à un autre centre de mysticisme, le sanctuaire de Khwaja Abdallah Ansari, également connu sous le nom de Gazar-Ga. C'est un complexe soufi au sommet d'une colline, un labyrinthe de chambres à dômes et de sentiers bordés de peupliers. C'est la retraite d'un saint du XIe siècle. Ce n'est pas seulement un musée, c'est un centre spirituel vivant. Les soufis Qadiriyah viennent toujours ici pour effectuer des rituels de zikr, chantant et se déplaçant en prière extatique. Le secret caché ici est un puits chuchotant. Les dévots chuchotent leurs secrets et leurs prières dans le puits, croyant que l'acoustique porte leurs paroles directement au sein dans l'au-delà. Les dirigeants d'Hérat savaient aussi se détendre. Takht Safar est un jardin d'agrément du XIVe siècle sur une colline surplombant la ville. C'est une série de piscines et de jardins en terrasse conçus pour refléter le ciel étoilé. Le sultan Baïkara, un dirigeant timouride, l'a construit comme son refuge personnel. Aujourd'hui, c'est un endroit populaire pour les pique-niques. Les familles étendent des couvertures, boivent du thé et mangent des douceurs, mais c'est aussi un site de zikr soufi. Un conte étrange prétend que Baïkara y a organisé un festin onirique avec le fantôme d'Alexandre le Grand, qui a inspiré ses propres conquêtes militaires. Nous trouvons également le pont de Poul et Malan, une superbe étendue de pierre à 22 arches traversant une rivière vert de jade. Des saules drapent ses côtés comme des voiles. Cet exploit d'ingénierie du XIXe siècle était un point de passage majeur pour les caravanes. Mais il a une histoire de fantôme. Les habitants affirment que le pont tremble les nuits de pleine lune. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre les sabots des commerçants fantômes traverser la nuit. Mais le site le plus mystérieux de tout l'ouest de l'Afghanistan ne se trouve pas à Hérat. Il est à des centaines de miles dans la lointaine province de Ghor. Pour y arriver, il vous faut un sérieux 4x4. Un guide local et beaucoup de patience. Le voyage fait partie de la destination. Nous cherchons le minaret de Jam. Et puis, vous le voyez, au milieu de nulle part, au fond d'une profonde vallée fluviale où deux rivières convergent, une seule tour s'élève vers le ciel. Elle mesure 213 pieds plus de haut. C'est une tour de briques complexes et en spirale, recouverte d'écritures koufiques et de carreaux turquoises, cuites par le soleil.
Construit au XIIe siècle par l'Empire Ghoride, ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO est le deuxième plus haut minaret ancien du monde. Mais pourquoi est-il ici? Il n'y a pas de ville autour. Rien, juste des montagnes et des rivières. Certains pensent qu'il marque le site de la capitale ghoride perdue, Firouzkou. D'autres disent qu'il a été construit au-dessus de la ville perdue du prophète Jonas. L'isolement est le but. C'est une affirmation de pouvoir et de foi dans une terre complètement sauvage. Les habitants ont une légende selon laquelle, pendant l'équinoxe de printemps, les inondations à sa base chantent des versets coraniques. C'est un mystère. Un géant solitaire caché du monde. L'Ouest est une terre de poètes et de fantômes, mais le Nord est une terre de saints et de rois. Nous voyageons vers le nord, vers les plaines plates et poussiéreuses qui bordent l'Asie centrale. Cette région est le cœur historique de l'Afghanistan. Un lieu de pèlerinage et de pouvoir. Notre premier arrêt est Mazar-i-Sharif, et vous ne pouvez pas manquer sa pièce maîtresse, la mosquée bleue ou le sanctuaire de Hazrat Ali. Elle est à couper le souffle. C'est un complexe massif de dômes et de minarets bleu saphir qui scintillent sous la lumière intense du soleil du nord. La faïence est si brillante qu'elle fait presque mal aux yeux. Et puis, il y a les pigeons. Des milliers et des milliers de pigeons blancs. Ils voltigent autour du sanctuaire comme de la neige vivante, et les habitants les nourrissent constamment. C'est l'un des sites de pèlerinage les plus importants du pays. On pense que c'est la tombe d'Ali, le 4e calife de l'islam. Le bâtiment actuel date du XVe siècle. Mais voici le hic, et il est de taille. La plupart du monde croit qu'Ali est enterré à Najaf, en Irak. Mais les Afghans sont certains qu'il est ici. Le facteur incroyable est les pigeons. La croyance locale est que tout pigeon qui atterrit dans le sanctuaire, quelle que soit sa couleur d'origine, deviendra d'un blanc pur dans les 40 jours. Et voici un autre fait. Les habitants jurent que les pigeons ne défèquent jamais, absolument jamais, à l'intérieur du complexe du sanctuaire. Ils y voient un signe de protection divine. Pendant le Nowruz, le nouvel an persan, des milliers de pèlerins viennent ici. Une légende raconte que cette nuit-là, l'esprit d'Ali allume lui-même les lanternes de la mosquée. Un visiteur y trouve un lieu non seulement de beauté, mais de foi intense et vivant. Mais Mazar-i-Sharif, aussi importante soit-elle, est la nouvelle ville. L'ancienne ville est à proximité. Et c'est un endroit qui va réécrire votre compréhension de l'histoire. Nous sommes à Balkh. Aujourd'hui, c'est une ville poussiéreuse. Mais dans le monde antique, c'était la mère des cités. Nous nous tenons devant les ruines de Balkh. Nous sommes entourés de 7,5 miles de murs anciens écroulant en briques de boue. Ces murs encerclent ce qui était autrefois l'une des plus grandes villes de la Terre. Cet endroit a plus de 5000 ans. Certains disent que c'est le lieu de naissance de Zoroastre, le prophète de l'une des premières religions monothéistes du monde. Vous pouvez toujours voir les vestiges des autels du feu zoroastrien dans la citadelle, entourés de champs de coton modernes. Alexandre le Grand a vécu ici et a épousé sa femme, Roxana, à proximité. Marco Polo a marché dans ses rues et a décrit ses palais et châteaux de marbre. C'était un centre de bouddhisme, de zoroastrisme et d'islam. Mais en 1221, Gengis Khan est arrivé et il a fait ce qu'il faisait de mieux. Il l'a rasé.
la destruction fut si totale que la ville ne s'est jamais relevée. En marchant à travers les ruines, vous sentez le poids de ces milliers d'années. Il y a un conte d'une chambre forte cachée sous la citadelle où Alexandre aurait laissé un parchemin incombustible contenant les secrets du monde. Même dans les ruines, il y a de la beauté. Nous trouvons la mosquée verte, une petite relique au dôme verdoyant, au milieu d'un bazar en ruine. C'est une survivante du XVe siècle, l'un des rares bâtiments qui n'a pas été complètement effacé. Des vignes reprennent ses arches comme une tapisserie de la nature. Le secret de cette mosquée, les habitants croient que les murs cachent des pièces d'or bactriennes, le même genre que celles trouvées dans les célèbres tombes de Tilia Tepe. Des gens ont ébréché le plâtre pendant des siècles à leur recherche. Le Nord abrite également l'un des sports les plus intenses de la planète. Nous sommes au stade de Buzkashi, à l'extérieur de Mazar-i Sharif. C'est une arène poussiéreuse, vraiment juste un grand champ cerné de collines où des milliers d'hommes applaudissent. C'est le Buzkashi, le sport national. Cela se traduit par tirage de chèvre. C'est comme le polo, mais la balle est... Eh bien, c'est le corps d'une chèvre ou d'un veau. Et les règles sont... Il n'y en a pas beaucoup. Des équipes d'hommes à cheval, appelées Chapandazan, se battent pour cette carcasse, essayant de la traîner au-delà d'une ligne de but. C'est rapide, c'est rude, et c'est incroyable à regarder. Les cavaliers sont des légendes. Les chevaux sont incroyables, entraînés à mordre et à ruer. Ce que beaucoup négligent, c'est que ce n'est pas seulement un jeu. C'est une tradition vieille de 1000 ans, née de querelles tribales. Les cavaliers vous diront qu'il y a une malédiction vieille de 1000 ans sur les perdants, une croyance qui ajoute une dimension désespérée au jeu. Pour un visiteur, c'est un spectacle brut, puissant et parfois choquant d'habileté et de tradition. Notre dernier arrêt dans le Nord est quelque chose de vraiment étrange. Dans la province voisine de Samangan. Il s'appelle Takht-i-Rostam, ou le trône de Rostam. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un monastère bouddhiste, sculpté dans la roche solide d'une crête, comme un lotus de pierre. Il date du IIe siècle, de l'Empire Kushan. C'est comme les célèbres grottes d'Ajanta en Inde, mais en Afghanistan. Vous descendez des marches de pierre dans un stupa circulaire, une chambre entourée d'un mur haut, le tout d'une seule pièce de pierre. Autour se trouvent des grottes, les cellules de méditation pour les moines. Le secret caché ici est le son. Les moines ont sculpté des tunnels de vent dans la roche. Lorsque le vent souffle, les cellules se remplissent d'un bourdonnement bas et éternel. C'était une aide à la méditation. Même aujourd'hui, debout dans l'obscurité, vous pouvez l'entendre. Cette terre de foi ancienne est un carrefour. Mais pour trouver les parties les plus intactes, vous devez monter très haut. Nous nous dirigeons vers l'est et nous nous dirigeons vers le nord, dans les montagnes, les vraies montagnes. L'Hindu Kush, le Pamir, le Karakoram, c'est l'un des terrains les plus isolés et inaccessibles sur Terre. D'abord,
Le corridor du Wakhan, c'est l'un des endroits les plus étranges sur la carte. C'est une étroite queue de poils de terre longue de 220 miles, un mince doigt d'Afghanistan qui s'avance pour toucher la Chine. Il est pris en sandwich entre le Tadjikistan, le Pakistan et la Chine. Toute cette région était une zone tampon du grand jeu du XIXe siècle. Une création politique par les empires britanniques et russes pour empêcher leurs frontières de se toucher. Et pour le dire poliment, cela a fonctionné. C'est une faille entre des géants. Les vallées sont étroites, les pics sont imposants. Nous parlons de pics de 7000 mètres, plus de 23 000 pieds, qui n'ont jamais été escaladés. Les gens ici sont les Wakhi et les Kirghizes. Ils ne sont ni Pashtuns ni Tadjiks. Ils sont semi-nomades, vivant dans des huttes de pierre, élevant des yaks et cultivant de l'orge sur des terrasses d'altitude. La vie ici est dure. Les hivers sont brutaux. Mais la beauté elle est à un autre niveau. C'est la terre du léopard des neiges. Ces montagnes en sont pleines. Les habitants racontent que les soldats d'Alexandre le Grand se sont perdus ici. Et que les habitants Wakhi sont leurs descendants directs. Il y a des rumeurs de cités de glace éternelle, des villes entières gelées à l'intérieur des glaciers, gardées par ces pics inescaladés. Depuis le Wakhan, haut et stérile, nous descendons dans ce qui ressemble à un autre continent. C'est la province du Nouristan. Nouristan signifie « terre de lumière ». Mais avant 1896, elle s'appelait Kafiristan, la terre des infidèles. C'est une terre de gorge luxuriante, verte et sans roue. Les vallées sont si abruptes qu'on dit que le soleil n'atteint le fond que quelques heures par jour. Les gens ici sont différents. Ils ont leur propre langue, propres coutumes. Ils prétendent être des descendants d'indo-grecs. Ils pratiquaient leur propre religion païenne pré-islamique, adorant les dieux du tonnerre et les esprits de la nature, jusqu'à ce qu'ils soient convertis de force dans les années 1890. Les maisons ici sont étonnantes. Ce sont des maisons en bois sculpté, accrochées au flanc des falaises, décorées de motifs complexes. Toute la région est couverte de forêts de noyers et de cèdres. Quelle est l'histoire inconnue? Les habitants vous diront que lorsque la conversion de masse a eu lieu, les derniers païens n'ont pas détruit leurs idoles. Ils les ont cachées profondément dans des grottes en hauteur dans les montagnes, et ils disent que parfois, dans les vieux champs, les gens invoquent toujours les noms des anciens dieux du tonnerre. Enfin, nous visitons une vallée qui est célèbre pour des raisons très différentes. La vallée du Panjshir. Cette vallée longue et étroite est une entaille émeraude dans les montagnes, une rivière impétueuse la traverse et les champs sont verts de blé et de maïs. Des noyers offrent de l'ombre pour les pique-niques. Cette vallée est, pour le moins, célèbre. Ce fut le cœur de la résistance contre les Soviétiques. Et plus tard contre les talibans. Sa géographie en fait une forteresse naturelle, mais ce n'est pas seulement une forteresse. C'est aussi un coffre au trésor.
La vallée du Panjshir abrite certaines des plus belles émeraudes du monde. Les mineurs creusent des tunnels profonds et dangereux dans les montagnes à la recherche des pierres vertes. La vallée est dominée par le souvenir d'un homme, Ahmad Shah Massoud, le lion du Panjshir. Son visage est partout. Le secret ici est que les randonneurs et les habitants qui marchent sur les hauts cols de montagne jurent bas que son fantôme les guide, les aidant à trouver des grottes de résistance cachées et des chemins sûrs à travers le terrain dangereux. Non loin du Panjshir, alors que nous nous dirigeons vers la capitale, nous passons par la gorge de Mahmoud et Tarzi. C'est un ravin spectaculaire entre falaises et rivières. Un enroulement de serpents d'une route avec des ponts en arc. C'est une artère commerciale majeure. Mais elle semble ancienne. La brume stagne dans les virages. L'histoire ici est que Mahmoud de Ghazni, un sultan puissant, a apprivoisé un démon de rivière qui vivait dans cette gorge. Il a ouvert la gorge avec son épée, la rendant praticable pour les érudits et les épices. Nous avons vu le lointain, l'ancien et le sauvage. Maintenant, nous nous dirigeons vers le cœur de la nation moderne, Kaboul. Kaboul. Le nom lui-même est lourd de sens. C'est une ville de millions d'habitants, un endroit tentaculaire, poussiéreux, bruyant, vibrant. C'est une ville de murs anti-souffle et d'embouteillages, mais c'est aussi une ville de jardins, de cours cachés et d'un esprit inébranlable. Il suffit de savoir où chercher. Nous commençons dans un lieu de... les jardins de Babur. C'est un paradis mughal en terrasse, un jardin clos construit au XVIe siècle par l'empereur Babur, le fondateur de l'empire mughal. C'est un classique Shahar Bagh, ou jardin en 4 parties, avec des canaux d'eau, des fontaines et des tombeaux en marbre. Dans une ville aussi chaotique que Kaboul, cet endroit est un poumon. Il sent les roses. Babur aimait tellement ce jardin qu'il a demandé à y être enterré. Sa poésie est gravée sur des tablettes de pierre autour du jardin. L'histoire raconte que le vœu de mort de Babur était pour des sources éternelles. Les fontaines ici sont alimentées par des aqueducs cachés et anciens. Et même dans les années les plus sèches, elles s'arrêtent rarement de couler. C'est un endroit pour les familles, pour les pique-niques, pour un moment de calme. D'un rêve qui a été réalisé, nous passons à un rêve qui a été brisé. Sur une colline surplombant la ville se dresse le palais de Darul Aman. C'est une coquille vide, un magnifique palais de style néoclassique européen. Ses dômes sont criblés d'impacts de balles et d'explosions de roquettes. C'est un symbole obsédant d'un Afghanistan différent. Il a été construit dans les années 1920 par le roi Amanullah Khan. C'était un modernisateur, un réformateur. Ce palais était censé être la pièce maîtresse de sa nouvelle capitale, moderne et de style européen. Mais ces réformes ont été trop rapides. Il a été renversé en 1929. Le palais n'a jamais été vraiment terminé et il est devenu une cible dans chaque conflit depuis lors. Qu'est-ce qui est caché ici? Dans les chambres fortes du sous-sol, les historiens ont trouvé les restes brûlés de chartes d'éducation pour femmes
et de documents juridiques progressistes détruits lors de la révolte de 1929. C'est un palais de rêve brisé. Dominant la vieille ville, se trouve la forteresse de Bala Hissar. C'est le véritable siège du pouvoir. Cette ancienne citadelle, sur un haut éperon rocheux, a été le centre de la défense de Kaboul pendant au moins 1500 ans. Ses murs sont marqués par des siècles d'invasion. Elle a survécu, selon un décompte, à 17 sièges majeurs. Les vues d'ici sont époustouflantes, s'étendant jusqu'à l'Hindou-Kouch. Mais la forteresse est pleine d'histoires sombres. Un prince Mughal, dit-on, a caché un énorme diamant, le œil de Kaboul, dans ses fondations. Il n'a jamais été retrouvé. C'est un lieu de pouvoir, mais aussi un lieu de faim. Même à Kaboul, vous pouvez trouver la nature. Le lac de Karga est un réservoir en forme de miroir cerné de peupliers. C'est un lac artificiel, un havre de haute sécurité où les résidents de la ville viennent pour les pique-niques du week-end. Vous voyez des silhouettes de faucons au-dessus, mais il a une réputation étrange et cachée. Les habitants disent que le lac avale les chagrins. Ils disent que si vous regardez l'eau assez longtemps, votre reflet sera remplacé par le visage d'un être cher perdu. Le vrai cœur de Kaboul, cependant, est dans ses marchés. Et le plus inhabituel est le marché aux oiseaux de Kafaroshi. Ce n'est pas un marché alimentaire. C'est un labyrinthe de ruelles étroites, bordées de milliers de cages, toutes animées par des oiseaux chanteurs. Canaris, pinsons, perdrix de combat. L'air sent le millet, la sueur de bois. Et étrangement, la liberté. Ce marché est une tradition vieille de 100 ans. Et il est resté intact malgré toutes les années de troubles. C'est un endroit où les hommes viennent échanger des oiseaux, les écouter chanter et parler. Les vendeurs ont une coutume unique. Ils chuchotent des affaires aux oiseaux, et ils croient que les oiseaux choisissent leur nouveau propriétaire en chantant une chanson particulière. C'est une poche d'absurdité douce dans une ville très dure. Mais le passé de la ville n'est jamais loin. Nous visitons le musée des mines terrestres d'Omar. Ce n'est pas un musée intérieur. C'est un jardin extérieur, mais les fleurs sont du métal tordu. C'est une exposition de plus de 20 000 explosifs désamorcés, mines, roquettes, bombes à fragmentation, tous collectés par l'organisation de déminage Omar. C'est une éducation effrayante et puissante sur les cicatrices des 30 dernières années. L'histoire cachée ici est celle de la résilience. Les démineurs racontent des histoires de mines chantantes, des mines qui ont été truquées avec des cloches ou des carillons par des personnes inconnues, un système d'avertissement d'art populaire pour alerter les enfants. Ces mines chantantes font partie du folklore local et, selon les démineurs, ont sauvé des milliers de vies. Nous visitons également le cimetière européen, un endroit étrange et calme. Il est rempli de tombes recouvertes de lierre de soldats britanniques des guerres anglo-afghanes, d'explorateurs russes et d'aventuriers anzacs. Des coquelicots fleurissent sur les tombes des morts. Il a été construit par les Britanniques en 1879. Il y a plus de 150 tombes multinationales. L'histoire ici est celle d'une rose maudite plantée sur la tombe d'un amant.
Elle ne fleurit, disent que les habitants, que les anniversaires de nouvelles invasions. Nous nous arrêtons à la mosquée de Shah Edo Shamshira, la mosquée des deux épées. C'est un bâtiment magnifique et inhabituel près de la rivière Kaboul, avec des minarets jumeaux qui ressemblent à des lames croisées. El-Kais a été construite dans les années 1920. La légende dit que son fondateur était un guerrier arabe, venu répandre l'islam, maniant deux épées. Une légende plus étrange dit que les épées dans la tradition de la mosquée s'entrechoqueront pendant les orages, appelant la pluie. Notre dernière vue de la ville est depuis la colline de Bibi Marou. C'est un sommet bas, un endroit populaire pour les promenades, avec du thym sauvage parfumant l'air. Il vous offre un panorama de toute la ville. Il porte le nom d'une beauté au visage de lune, qui, selon la légende, a sauté de la colline pour un amour perdu. On dit que vous pouvez encore voir sa silhouette dans les nuages au crépuscule. Kaboul est une ville qui refuse d'être une seule chose. C'est une ville de vie. Mais le cœur du monde Pashtun, l'histoire de la fondation du pays, se trouve au sud. Nous voyageons vers le sud, dans le désert, dans les terres arides et chaudes de Kandahar et de Ghazni. C'est le lieu de naissance de l'Afghanistan moderne, le cœur de la culture pashtoune. C'est un lieu de profonde conviction religieuse et de traditions anciennes. Y a-t-il quelque chose d'autre que je puisse traduire pour vous, en suivant toujours les règles strictes que vous avez établies? Notre destination est Kandahar, la deuxième plus grande ville. Et à Kandahar, il y a un endroit qui est plus sacré que tout autre. Le sanctuaire du manteau. Cette mosquée vénérée est, pour le dire simplement, le centre spirituel de la nation. Elle abrite l'une des reliques les plus sacrées de l'islam, un manteau que l'on croit avoir appartenu au prophète Muhammad lui-même. Ahmad Shah Durrani, le fondateur de l'Afghanistan moderne, a apporté le manteau ici au XVIIIe siècle. Il est conservé dans une boîte en argent, sous verre. Vous pouvez voir les fils de soie brillant dans la lumière tamisée. Le fait est que le manteau n'est presque jamais montré. Il n'est ouvert que lors des occasions les plus sacrées, comme l'Aïd. On croit qu'il guérit les fidèles qui le voient. Le conte raconté par les gardiens du sanctuaire est que le manteau vole dans les rêves des dirigeants, les guidant dans les moments de crise nationale. Kandahar est une ville de sites anciens et mystérieux. Juste à l'extérieur de la ville, nous trouvons Chil Zena, les 40 marches. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un escalier sculpté directement dans la face d'une falaise rocheuse abrupte. 40 marches raides menant à une petite chambre. Ce site est pré-islamique. C'était probablement un site rituel zoroastrien, un endroit pour adorer le soleil. Le vent hurle à travers les anciennes rainures. Mais la superstition locale est ce qui est fascinant. Ils disent que les marches comptent vos péchés. Pendant que vous montez, vous êtes censé confesser vos fautes. Ils disent que si vous écoutez, vous pouvez entendre les échos de milliers de confessions dans le vent. La plus grande structure de Kandahar pour la prière est la mosquée Eidgah. C'est un vaste lieu de prière en plein air, avec une arche massive en briques de boue de 80 pieds de haut. C'est la plus grande du Sud.
Pendant les festivals, tout cet espace est rempli de milliers de fidèles. Il est construit sur ce que les habitants disent être un ancien champ de bataille. La légende ici est que lorsque les prières ont lieu, elles font taire les échos des troubles lointains. Comme tout l'Afghanistan, Kandahar a ses saints soufis. Nous visitons le sanctuaire de Baba Wali, la tombe d'un saint du XVIIIe siècle. C'est un bel endroit sur les rives de la rivière Arghandab, avec des drapeaux de prière flottant dans la brise. Le son des chants de dévotion est porté par le vent. Mais ce sanctuaire a un rituel très inhabituel, un rituel de roulade pour les souhaits. Si vous avez un souhait profond, vous êtes bandé, tourné, puis vous devez rouler en bas d'une petite colline. Si vous roulez en ligne droite, votre souhait sera exaucé. Si vous déviez, vous devez réessayer. C'est une démonstration de foi étrange et puissante. De Kandahar, nous voyageons vers le nord jusqu'à une autre capitale historique, Ghazni. Aujourd'hui, Ghazni est une ville commerciale animée. Mais au XIIe siècle, c'était la capitale du puissant empire ghaznavide, un empire qui s'étendait de la Perse à l'Inde. C'était une ville d'érudits, de poètes et de palais. Presque tout est parti. Mais deux choses subsistent, perçant le ciel du désert: les minarets de Ghazni. Ce sont des tours jumelles, chacune d'environ 65 pieds de haut, bien qu'elles aient été autrefois beaucoup plus hautes. Elles sont recouvertes de briques de terre cuite complexes, disposées en motifs qui ressemblent à des fleurs du désert, avec de petits vestiges de glaçure turquoise. Ces tours sont tout ce qui reste d'une magnifique mosquée construite par les sultans ghaznavides. Ce sont des survivantes solitaires de l'âge d'or de la route de la soie. Le conte local est que les minarets ne sont pas silencieux. Ils disent que les nuits venteuses, ils appellent les poètes perdus de l'ère de Mahmoud. Avec le son de carillons éoliens qui y étaient accrochés il y a des siècles. Le sud est une terre de foi et de poussière. Mais notre voyage n'est pas terminé. Il reste quelques dernières gemmes cachées à la vue de tous. Notre voyage pour trouver l'Afghanistan caché nous a emmenés des plus hauts sommets aux villes les plus anciennes. Il nous reste 2 arrêts, des lieux qui capturent la beauté surprenante et l'histoire incroyable de cette. Nous voyageons à Jalalabad, à l'est. Ici, nous trouvons les jardins de Nimla. C'est un autre paradis mughal, un Chahar Bagh, ou jardin en quartier, avec des bassins réfléchissants et des fontaines. Il a été aménagé en 1610 par l'empereur Jehangir. Au printemps, l'air est épais du parfum des fleurs d'oranger. C'est un parfait exemple de conception de jardin mughal. Une vision du paradis sur terre. Mais il a une histoire fantaisiste. C'était, paraît-il, l'endroit préféré de l'empereur Jehangir pour les pique-niques en tapis volants. Bien sûr, les tapis ne volaient pas réellement. C'était juste des tapis. Mais la légende est restée, et ce jardin est devenu connu comme un lieu qui a inspiré des rêves aériens et des histoires fantastiques. Notre dernier arrêt nous ramène à Kaboul. Mais ce n'est pas une ruine, ni un jardin, ni une mosquée, c'est une maison privée. C'est le musée Sultani, Ahmad Shah. Sultani était un commerçant, un amateur d'art et un collectionneur. En 2004, il a ouvert ce musée privé dans une galerie de son jardin. Et ce qu'il a collectionné est
stupéfiant. C'est un trésor privé de curiosités en or, de bijoux anciens et surtout de trésors bactriens. Nous parlons d'or de Tilla Tepe, le célèbre trésor bactrien d'il y a 2000 ans. Bien que la collection principale soit au musée national, Sultani a acquis ses propres pièces au fil des décennies. Elles scintillent comme des étoiles dans leurs vitrines. Mais l'objet le plus fascinant est un petit. C'est une pièce chuchotante, vieille de 2000 ans, de Tilla Tepe. Elle n'est pas faite d'or, mais d'un alliage étrange. Les guides du musée vous diront un secret. Si vous faites tourner la pièce et posez une question, la façon dont elle vacille et tombe vous dira votre fortune. C'est une petite pièce de magie, un lien direct avec le passé ancien, multiculturel et incroyablement riche de cette terre. Des lacs turquoises de Bandé Amir à cette petite pièce chuchotante. Nous avons vu un Afghanistan que le monde aperçoit rarement, un pays d'une beauté naturelle profonde, d'une profondeur historique stupéfiante et d'un esprit humain inébranlable. Les gros titres raconteront une histoire. Mais le véritable Afghanistan, celui qui est caché au monde, en raconte 1000 autres. Alors que notre exploration des merveilles voilées de l'Afghanistan touche à sa fin, l'appel des coins non découverts se fait plus fort. La terre murmure encore plus de secrets, des ruines oubliées où les empires se sont affrontés en silence, des gorges d'émeraude qui défalent l'emprise du désert et des sanctuaires où les échos des saints persistent dans la poussière. Nous avons découvert plus d'endroits, chacun un nouveau chapitre de cette saga intemporelle tirée des provinces que le temps a dissimulées. Ce ne sont pas les échos de la guerre ou les ombres des gros titres. C'est le pouls d'une nation gravée dans la pierre, l'eau et la légende. Aventurez-vous plus profondément dans les trésors enfouis du Nord, les forts rebelles du Sud, les villes perdues de l'Est et les oasis silencieuses de l'Ouest. Notre voyage continue vers le nord, au-delà de la célèbre mosquée bleue, au-delà de la mer des cités. Nous nous enfonçons dans les plaines brûlées par le soleil de la province de Jowzjan, une étendue plate et poussiéreuse qui s'étend vers la rivière Amu Darya. Voyez-vous, cette terre semble vide. Mais ce que beaucoup négligent, c'est que les plus grands trésors sont souvent cachés juste sous la surface. Ici, la terre elle-même gardait l'un des plus grands secrets de l'histoire archéologique. Nous sommes arrivés à Tilla Tepe, un nom qui signifie la colline d'or. Pour un voyageur, cela ne paie pas de mine. C'est un groupe de 6 monticules bas, balayés par le vent, dans un champ vide. Vous pourriez, pour le dire poliment, passer juste à côté. Des bergers avec leurs troupeaux sont les seuls visiteurs. Mais en l'an 1978, une équipe d'archéologues a creusé dans ces monticules. Et ce qu'ils ont trouvé change tout ce que vous pensiez savoir sur cette terre. Ils n'ont pas trouvé une tombe, ils ont trouvé un trésor. Ces 6 tombes, datant du 1er siècle avant l'ère commune, étaient les sites de sépulture de nomades de l'ère Kusham. C'étaient presque certainement des royaux, et ils ont été enterrés avec leur or. Nous parlons de plus de 20 000 artefacts en or individuels, pas seulement des pièces de monnaie,
Nous parlons de couronnes complexes et incrustées de bijoux tissés avec du lapis lazuli. Nous parlons de fourreaux pour épée, incrustés de turquoise et de grenat. Ceintures en or, colliers en or, statues en or de reines à cheval. C'était le trésor bactrien. Un trésor qui rivalise avec celui du roi Toutankhamon. Mais ce que personne ne vous dit, c'est la légende locale. Ce ne sont pas seulement des monticules, ils sont maudits. Les habitants racontent une histoire plus sombre. Ils disent que ce n'étaient pas des rois, mais 6 sorcières nomades qui ont négocié avec des djinns, de puissants esprits du désert, pour le pouvoir et l'immortalité. Leur or, dit l'histoire, est maudit. Il brûlera les mains de toute personne indigne qui le touchera. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand musée sur le site. Il n'y a pas de cordon de velours, il n'y a que le vent, la poussière et les monticules bas. Les bergers, qui font paître leurs troupeaux ici depuis des générations, jureront que les sables se déplacent la nuit. Ils affirment que par une pleine lune, vous pouvez voir l'éclat de l'âme enterrée qui disparaissent à l'aube. Debout ici, avec la rivière Amu Darya, l'ancien Oxus murmurant au loin, vous ressentez le frisson de toucher le bord de l'histoire. Cette partie du monde était un creuset, et l'empire Kushan en était le centre. Nous voyageons vers l'est dans la province de Baglan pour en trouver la preuve. Perché sur un éperon rocheux élevé, comme un autel oublié au dieu d'un empire, se trouve Surk Kotal. C'est un complexe de temples Kushan massifs, construit au IIe siècle de l'ère commune. C'est une immense plateforme de pierre à plusieurs niveaux, plus grande qu'un terrain de football, avec de grands escaliers menant à... Eh bien, maintenant, au ciel. Mais il y a 2000 ans, cette plateforme soutenait un immense temple du feu. C'était un endroit où les flammes zoroastriennes dansaient dans le vent. Mais voici le facteur incroyable. Juste à côté du temple du feu, ils ont également trouvé des stupas et des statues bouddhistes. C'était une merveille syncrétique, un endroit où différentes foi coexistaient sur la route de la soie. C'était un véritable creuset. Les escaliers sont sculptés de figures d'aigle à tête de lion ou de griffon, menant à des socles vides. Ces socles contenaient autrefois des statues colossales des rois Kushan. Mais elles ont été renversées par le temps et les envahisseurs. Le conte caché. Les archéologues ont trouvé des inscriptions dans l'écriture bactrienne, une langue écrite en lettres grecques. Elles font allusion à un escalier vers les étoiles, une rampe utilisée pour les processions royales qui était censée imiter l'ascension du roi au ciel. Cet endroit détient toujours du pouvoir. Les habitants évitent le site après le coucher du soleil. Ils affirment que le vent porte le son des chants, les murmures de prêtres morts depuis longtemps, s'occupant d'un feu qui s'est éteint il y a des siècles. Et ils disent que pendant l'équinoxe, les ombres des socles vides s'alignent pour pointer vers une crypte dissimulée, une chambre forte de reliques Kushan, intacte depuis le règne du grand roi Kanishka. Les Kushan écrivaient leur langue en lettres grecques. Mais pourquoi? Pour trouver la réponse, nous devons aller plus au nord, dans la province de Takkar.
où la rivière Oxus trace un chemin vers une véritable ville perdue. C'est Ai-Khanoum. Le nom signifie « Dame de la Lune ». Ce n'est pas juste une ruine. C'est une ville grecque, figée dans le temps, au milieu de l'Afghanistan, fondée vers 280 avant l'ère commune par des colons séleucides. Les héritiers d'Alexandre le Grand. Cette ville est une splendeur hellénistique pure et non altérée. Les ruines s'étendent sur 1,5 km², soit plus de 370 acres. Et les découvertes sont tout simplement choquantes. Nous parlons de colonnes corinthiennes, du genre que vous voyez à Athènes, à moitié enterrées dans le limon. Ils ont trouvé un gymnase, avec des anneaux de lutte gravés dans le marbre. Ils ont trouvé un arsenal, avec des tablettes inscrites en grec. Alexandre le Grand lui-même a hiverné près d'ici. Et ses ingénieurs ont tracé cette grille de ville. L'ombre d'Alexandre persiste dans chaque... Mais la légende qui lie cet endroit est locale. C'est l'histoire de la Dame de la Lune, une déesse de la Lune qui était la conjointe d'un roi bactrien. Quand il l'a trahie, elle a maudit la ville pour qu'elle s'enfonce dans la rivière et soit oubliée. Et elle l'a été. Elle a été perdue pour l'histoire jusqu'à ce que des inondations dans les années 1960 la révèlent à nouveau. Se promener dans sa palestre, sa place principale, au crépuscule, est une expérience irréelle. Vous vous attendez à moitié à voir des hommes en toge. Vous pouvez presque entendre l'affrontement fantôme des boucliers d'hoplites, un rappel que c'est là que l'Orient a rencontré l'Occident, non seulement en conquête, mais en colonisation tranquille, pendant des centaines d'années. L'influence grecque s'est estompée, mais la route de la soie n'a fait que se renforcer. Nous voyageons vers le sud, jusqu'à la province de Kunduz. Ici, nous trouvons Rabat Sanji, un caravansérail timouride du XVe siècle. Un caravansérail était, pour le dire poliment, un hôtel fortifié pour la route de la soie. Et celui-ci est une beauté. C'est une capsule temporelle, une magnifique porte voûtée au dôme turquoise surplombe une vaste cour. À l'intérieur, des pistachiers patinés, vieux de centaines d'années, donnent toujours de l'ombre. C'était un lieu de repos 5 étoiles. Ces petites chambres ou cellules bourdonnaient autrefois de marchands échangeant du lapis lazuli inestimable, du badakhshan, contre des soies brillantes de Samarcande. Les murs racontent l'histoire. Ils portent encore des fresques délavées, des peintures d'une vie de luxe et de loisirs. Vous pouvez distinguer des joueurs de polo, un sport préféré des Timourides. Vous pouvez voir des derviches danseurs tournant en prière extatique. Mais la véritable énigme de Rabat Sanji est la chambre d'écho. C'est une salle voûtée, un chef-d'œuvre de l'architecture timouride. L'acoustique est parfaite. Un murmure d'un coin voyage le long des murs et peut être entendu en parfaite clarté dans le coin opposé. Les habitants disent qu'elle a été conçue par un acousticien timouride intelligent afin que le dirigeant puisse écouter les espions et les marchands. Aujourd'hui, les habitants s'y rassemblent pour des lectures de poésie. Ils croient d'eux que les échos portent leurs vers dans l'au-delà, où le grand astronome roi Ulugh Beg juge lui-même leurs rimes. Non loin de là, dans la même province, nous trouvons un contraste saisissant. La mosquée Hadji Piyada se dresse comme une humble sentinelle de la foi. Ce n'est pas un chef-d'œuvre grandiose et carrelé.
C'est une petite mosquée en briques de boue du XIIe siècle construite par la dynastie Ghoride. Sa caractéristique la plus célèbre est son minaret, qui penche comme un conteur fatigué. Le nom Haji Piyada signifie le pèlerin qui a marché. L'histoire est qu'elle a été construite par un homme saint qui a marché pieds nus jusqu'à la Mecque. Mais la mosquée a deux secrets. Le mihrab, la niche de prière, est incrustée de simples galets de rivière. Les habitants vous diront que sous la lumière d'une pleine lune, ces galets luisent faiblement. Ils disent que ce sont des minéraux de la rivière Kunduz qui capturent la lumière des étoiles. Le deuxième secret est dans le puits de la cour. La légende raconte que lorsque le Haji Piyada est arrivé, le village souffrait d'une famine. Il a frappé la terre sèche avec son bâton. Et ce puits a jailli. Pendant 3 jours, il a pleuré du lait, pas de l'eau, nourrissant tout le village. Aujourd'hui, c'est un lieu de supplication tranquille. Les fidèles attachent de petits fils au minaret penché, une prière silencieuse pour un vœu ou un souhait. Et l'appel à la prière résonne comme un battement de cœur à travers les champs de coton sans fond. Le Nord est une terre d'or enfouie et de foi enfouie, mais maintenant, nous devons nous diriger vers l'Est, dans les montagnes. Le voyage vers l'Est nous emmène des plaines plates aux plis accidentés de la province de Parme. Les montagnes ici sont abruptes, impitoyables, et accrochées à flancs de falaise, comme le trésor d'un dragon, nous trouvons Rabat-i Malik. C'est un autre caravansérail, mais d'une époque antérieure, le XIe siècle. Et ce n'est pas un lieu de repos doux, c'est une forteresse. Taillé dans le grès rouge local, son portail massif est sculpté d'une écriture koufique complexe, des motifs de vignes entrelacés qui symbolisent les routes commerciales éternelles. C'était une auberge fortifiée pour les caravanes de chameaux qui devaient esquiver les pillards ghaznavides. C'est un endroit difficile et imposant. Aujourd'hui, il abrite des chevriers et leurs troupeaux. Et, bien sûr, ils ont une histoire. Il raconte l'histoire de Malik, l'homme qui l'a construit. Ils disent qu'il n'était pas seulement un homme, mais un prince métamorphe qui a été exilé pour avoir aimé une danseuse hindoue. Son esprit, disent-ils, n'est jamais parti. Il se manifeste sous la forme d'un énorme faucon blanc qui encercle les ruines tous les jours à midi, gardant le col. Une montée sur ces remparts vous donne une vue stupéfiante sur la vallée de Corban. Et à l'intérieur, dans la salle principale, se trouve la salle du trône. Ici, un siège en pierre est encastré dans le mur. Les habitants affirment qu'il contient l'empreinte d'une main laissée par le puissant sultan Mahmoud de Ghazni lui-même lors d'un conseil de guerre de minuit. D'une forteresse de guerre, nous voyageons plus profondément dans la province de Logar, vers un endroit qui est devenu l'un des sites les plus importants et les plus menacés sur Terre, c'est Mezainak. Cet endroit est une énigme. C'est un vaste site couvrant des milliers d'acres. Et ce n'est pas une seule chose. C'est un site de l'âge du bronze vieux de 3000 ans. C'est l'un des plus grands gisements de cuivre du monde. C'est ce que signifie Mezainak. Petite mine de cuivre.
Et construit juste au-dessus, se trouve un monastère bouddhiste tentaculaire du 5e siècle de l'ère commune. Imaginez. Un complexe massif de stupas, de temples et de grottes de méditation, le tout surplombant les fosses vert turquoise de la mine de cuivre. C'est là que le monde antique obtenait son cuivre, et même son lapis lazuli. D'anciennes fonderies et des statues bouddhistes parsèment les collines. Mais la légende ici saisit plus fermement que l'histoire. Les mineurs, qui travaillaient toujours ces terres, parlent de la mère du cuivre, une déesse pré-arienne qui, disent-ils, a donné naissance aux minerais de ses propres veines pour armer les anciens héros contre les démons. Ils disent que les mineurs qui creusent trop profondément, avec trop de cupidité, éveillent sa colère. Les effondrements qui se produisent, disent-ils, ne sont pas des accidents. C'est le bruit de ses sanglots. Cette mosaïque fragile est maintenant protégée par l'UNESCO. Les fouilles ont été suspendues et reprises. Une course contre la mort. Les stupas subsistent, murmurant des moines Kushan qui vivaient ici. Et on dit que ces moines ont gravé des prophéties dans la roche, prédisant la chute des empires et la découverte du trésor sous leurs pieds. De la poussière et du cuivre de l'Hogar, nous cherchons un autre type de trésor. Nous montons haut dans la province du Badakhshan, loin du bord du corridor du Wakhan, jusqu'à la vallée de Zebak. C'est une symphonie naturelle. C'est une prairie alpine, un havre de haute altitude à plus de 6500 pieds d'altitude. La vallée est sculptée par la fonte des glaciers. La première chose que vous voyez sont les champs d'orge en terrasse, des parcelles vertes impossibles en cascade le long des pentes raides. Et au printemps, tout le fond de la vallée est un tapis de tulipes sauvages, fleurissant dans des rouges et des ors impossibles et vibrants. Cet endroit est un Éden. Et comme l'Éden, ce fut un refuge. À l'époque médiévale, des érudits ismaéliens fuyant les lames mongoles se sont cachés dans cette vallée. Leurs bibliothèques ont été brûlées, mais leur savoir a survécu dans des épopées orales, des chants qui sont toujours chantés par les bergers aujourd'hui. Mais le vrai secret de la vallée, une source chantante. C'est un endroit où l'eau bouillonne sur un lit de quartz, et le son qu'elle produit n'est pas un gargouillis, c'est un bourdonnement, une série d'harmoniques. Les habitants affirment que ce son guérit l'âme. La légende veut que l'imam Ismaïl lui-même se soit baigné dans cette source et qu'elle accorde des visions au cœur pur. Randonner sur ces sentiers à l'aube, respirer l'air mince et froid est une expérience spirituelle. La brume s'écarte pour révéler les silhouettes d'ibex avec leurs cornes géantes et courbées, se tenant sur les falaises. Ce sont les gardiens de ce monde intact et caché. Nous avons vu l'Est vert. Maintenant, le voyage nous oblige à aller vers le sud dans le feu. Le sud est un monde différent. Nous quittons les montagnes et les vallées et entrons dans le désert. Nous sommes dans la province de Helmand, un lieu de chaleur et de poussière. Et de ce désert, une seule structure impossible s'élève à 82 pieds dans le ciel. C'est l'arche de Bost. C'est un monument ghaznavide solitaire et magnifique, comme un arc-en-ciel pétrifié de briques cuites. Il a été érigé au XIe siècle. Mais voici le hic.
C'est une porte d'entrée vers nulle part. Elle a été construite comme la grande entrée de la capitale perdue de Lashkar-Gah. Une ville de palais qui se tenait autrefois ici. Maintenant, la ville a disparu, reconquise par le désert. Seule l'arche subsiste. Elle est ornée de faibles lions de stuc et de versets koufiques louant le sultan Mahmoud. Mais comme toujours, le conte local est plus dramatique. Ils disent que cette arche n'a pas été construite sur du sable, mais sur la tanière d'un démon. L'arche, affirment-ils, scelle le démon sous terre. Les nuits d'orage, le tonnerre qui gronde à travers le désert n'est pas le tonnerre. C'est la bête se débattant contre ses liens. Les constructeurs qui se sont querellés lors de sa construction, dit la légende, ont été transformés en les briques mêmes de l'arche. Aujourd'hui, les habitants pique-niquent dans sa longue ombre, jetant des dattes dans le vide pour la bonne chambre. Et les archéologues s'interrogent sur des rumeurs de chambres fortes souterraines où les cartes de guerre du sultan Mahmoud, gravées sur cuir, attendent toujours. D'une arche solitaire, nous voyageons vers une forteresse complète. Nous sommes dans la province de Zabul, à la forteresse de Kalat. Ce n'est pas un subtil fort en briques de boue, c'est un monstre. Il couronne un massif affleurement de basalte, un bouchon de roches volcaniques noires. Ces murs en zigzag sont un labyrinthe, conçu pour confondre les attaquants. Et cet endroit est, pour le dire poliment, vieux. Il date d'au moins 500 ans avant l'ère commune. C'était un bastion de l'empire perse achéménide. C'était ici avant l'âge d'or d'Athènes. Il gardait le col critique de Kandahar à Kaboul, et tout le monde le savait. Il a été tenu par les Hephthalites, les Safarides, et il a été marqué par les catapultes de Tamerlan en 1383. À l'intérieur, une citerne profonde murmure la plus grande légende de la forteresse. C'est l'histoire de la reine Soraya, une dirigeante du Xe siècle. L'histoire raconte que la forteresse était assiégée, ses défenseurs disparus, mais la reine l'a défendue seule pendant des mois, se déplaçant de mur en mur, tirant des flèches, faisant croire à l'ennemi qu'elle était toujours pleine de soldats. Elle est finalement tombée, mais sa défiance est commémorée. On dit que son sang a taché les pierres de la citerne, et à l'équinoxe, elle brille toujours en rouge. Grimper ces 300 marches aujourd'hui vous donne un panorama sur la vallée, une terre de champs verts. C'est une vue achetée par des siècles de lutte. Notre dernier arrêt au sud nous emmène vers l'ouest, dans le désert sans fin de la province de Nimrouz. Ici, s'élevant des salines, se trouve la citadelle de Delara. Cet endroit ressemble à un mirage. C'est un fort sassanide du IIIe siècle de l'ère commune, construit en adobe blanchi par le soleil. Ces tours rondes, faisant écho au dessin parthes, semblent de se fondre dans la terre. C'était une ancre critique pour le commerce de la Perse à l'Inde, mais le désert est un lieu d'esprit. Les légendes affirment que ce fort n'a pas été construit par les Sassaniens, mais par les ingénieurs d'Alexandre. Et ils ne l'ont pas construit pour arrêter les armées. Ils l'ont construit pour piéger quelque chose, un esprit des sables, un djinn, qui dévorait des caravanes entières. Ils disent que l'esprit est toujours piégé. Le vent fantôme qui hurle à travers les meurtrières est l'esprit hurlant toujours. C'est un son qui porte le parfum fantôme d'épices perdues,
de cardamome et de safran, des caravanes qu'il a consommées. Aujourd'hui, les nomades campent dans sa basse-cour, partageant des contes autour de leur feu, tandis qu'à l'intérieur, la dernière lumière du jour tombe sur des fresques délavées de chevaux ailés, fanés, mais toujours féroces. Le désert garde bien ses secrets. Mais il reste quelques murmures dans l'Ouest. Ce ne sont pas les histoires faciles, celles criées par de grands monuments, mais celles que vous devez vous pencher pour entendre, portées par le vent sur des ruines en terre cuite et des cols hauts et solitaires. Notre voyage a été un voyage de fantômes et d'échos. Mais il est presque terminé. Nous faisons une boucle vers l'ouest, vers la frontière avec l'Iran, vers un endroit où la rivière Helmand trace une ligne de vie à travers la poussière. Nous nous dirigeons vers la province de Farah, vers un point de repère qui n'est pas seulement une ville, mais d'innombrables couches de villes, empilées comme les pages d'un livre oublié. C'est l'ancienne citadelle de Farah. De loin, elle est trompeuse. Elle ressemble juste à une grande colline, une épaule massive et affaissée de terre s'élevant de la plaine. Il était facile de la négliger, mais ce que beaucoup ont fait pendant des siècles, c'est que c'est la ville. C'est ce que les archéologues appellent un tell, une colline artificielle créée par des millénaires d'occupation humaine. C'est une colline faite de la poussière d'innombrables maisons en briques de boue, des cendres de grands incendies, des décombres de palais conquis et des os d'empire. C'est le tissu cicatriciel de l'histoire. Un lieu où des siècles de villes ont été construites, détruites et reconstruites les unes sur les autres. Cet endroit est un palimpseste du pouvoir. Pendant des siècles, il s'est assis à un carrefour critique. Celui qui détenait Farah détenait une clé de la région. Et tout le monde, semble-t-il, voulait la détenir. Lorsque les archéologues ont commencé à creuser ici dans les années 1970, ils ne grattaient pas seulement la terre, ils écartaient le temps. Ils ont trouvé des couches parthes de l'époque du Christ, lorsque c'était une frontière contre Rome. Ils ont trouvé des couches Kushano-Sassanides, un empire hybride de l'Est et de l'Ouest. Ils ont trouvé des couches profondes et riches de l'ère islamique, racontant un âge d'or de la science et de l'art. Ce monticule était un témoin silencieux de la montée et de la chute de dynastie après dynastie. Plus profondément, ils ont découvert la fondation d'un palais du VIe siècle, une déclaration de richesse et de pouvoir stupéfiant du bord de l'empire sassanide. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur est un facteur incroyable qui vous arrête net. Un système de chauffage par hypocauste. Laissez cela pénétrer. Un chauffage par le sol à l'ancienne, de style romain, au milieu de l'Afghanistan. Ce n'était pas un foyer rudimentaire, c'était une ingénierie sophistiquée, un système de canaux et de piliers qui faisait circuler l'air chaud sous les sols de marbre, réchauffant les chambres somptueuses d'un roi ou d'un gouverneur oublié. Cela parle d'un niveau de luxe que nous associons à Rome ou à Constantinople, trouvé ici, au cœur de l'Asie centrale. C'est un indice que ce n'était jamais un arrière-pays lointain. C'était un carrefour cosmopolite. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également trouvé des ossuaires zoroastriens. Ces petites boîtes à ossements complexes sont une fenêtre sur l'âme de ces personnes. Elles parlent d'une foi qui tenait le feu et la terre pour sacrée, une croyance selon laquelle le corps ne devait pas souiller les éléments après la mort. C'était un lieu de haute culture, de richesse profonde et de foi ancienne et profonde. Mais l'histoire n'est
qu'une moitié du conte. L'autre moitié appartient au mythe. Et le mythe local de la citadelle est celui d'une profonde tragédie. La ville n'est pas seulement appelée Farah, elle était nommée d'après Farah, une princesse sassanide. Ils disent que sa beauté était aussi vaste que le ciel du désert. Son esprit aussi féroce que la rivière Helmand dans Cru. Son amour, bien sûr, était interdit, une romance avec un homme en dessous de son rang. Son royaume a été envahi, les armées de son père brisées. Le nouveau conquérant, arrivant aux portes, a exigé la princesse comme son prix. Alors qu'elle se suicidait, sautant de la plus haute tour, elle a maudit les envahisseurs, elle a maudit la citadelle elle-même. Elle a juré qu'aucun conquérant ne trouverait jamais la paix ici, et qu'aucun chasseur de trésors ne trouverait jamais son or. Elle a enterré son cœur, dit l'histoire, profondément dans le noyau de la citadelle. Elle a juré que la seule chose que les avides trouveraient ici était son chagrin, rendu réel, et, dit l'histoire, ils ne l'ont jamais trouvé. Les conquérants sont venus et sont partis. La forteresse a été assiégée par les Mongols, disputée par les Safavides et les Mughals, et dans les temps modernes, a servi de poste militaire. Aucun ne l'a tenu longtemps. Aucun n'a trouvé la paix. Et les chasseurs de trésors, les fouilleurs et les explorateurs ne trouvent ni or ni cache de bijoux de la cour sassanide. Ils ne trouvent que des épines. Les habitants vous avertiront. Les épines poussent épaisses et rapides, jaillissant de la terre sèche et maudite. Et ils disent que ces épines sont différentes, elles font toujours couler le sang. Au crépuscule, la silhouette de la citadelle contre le ciel strié de rouge est obsédant. La rivière Helmand coule. Indifférente aux tragédies dont elle avait été témoin. Certains disent, si vous vous tenez là, alors que le vent se lève, vous pouvez entendre le léger cliquetis de coupe dans la brise, un écho fantôme des festins sassanides disparus depuis longtemps. Nous laissons derrière nous la poussière et la chaleur des basses terres. Notre dernier arrêt nous emmène vers le haut, dans la brume centrale, grimpant des milliers de pieds dans un monde différent. Nous nous dirigeons vers la province lointaine et de haute altitude de Daigundi. C'est le Hazarajat, la patrie du peuple Hazara. L'air ici est mince et vif. Le paysage est un contraste violent de pics rocheux stériles et de vallées alpines vers impossibles. Ici, nous trouvons quelque chose qui n'est pas une ville, une forteresse ou un lieu de tragédie. C'est un lieu de... Il s'appelle Sang-e-Masha, la pierre du poète. C'est un rocher monolithique, un rocher unique et géant qui fait saillie d'une prairie alpine comme s'il était tombé du ciel par un géant. Il est recouvert de graffitis de l'ère safavide, d'une élégante écriture farcie du XVIIe siècle, gravée profondément dans la roche. Pendant des siècles, ce fut une borne, un point de repère pour les caravanes épuisées, traversant ces cols hauts, solitaires et dangereux. Les gravures sont un témoignage, un « j'étais ici », une prière de remerciement pour un passage sûr, ou une supplique pour le voyage à venir. Mais c'est l'histoire qui lui donne son nom. On raconte qu'il y a des siècles, un poète égaré, perdu dans un brouillard de chagrin, peut-être d'un amour perdu ou d'une fortune perdue, est tombé sur cette pierre.
Il était vaincu et vidé par sa propre douleur. Il s'est assis sous sa longue ombre, et ce faisant, alors qu'il regardait les montagnes silencieuses et majestueuses, il a trouvé une nouvelle clarté. La pierre ne lui a pas donné de réponse. Elle lui a donné une perspective. Elle était si grande, si permanente, qu'elle a rendu sa propre souffrance petite et temporaire. Il a passé une semaine là-bas composant des odes, non pas à son chagrin, mais à la sagesse, à la beauté des montagnes et à la force de trouver le calme. La pierre, disent les habitants, est spéciale. Elle est vivante. Ils disent qu'elle transpire une rosée claire, même les jours les plus secs et les plus ensoleillés. Cette rosée, affirme-t-il, est la réponse de la pierre à la clarté du poète. C'est l'essence de la montagne, et elle guérit un esprit fatigué et un cœur lourd. À proximité, des lacs alpins alimentés par les glaciers reflètent les minarets de roches qui percent le ciel. C'est un lieu de paix fragile et à couper le souffle. Le silence n'est pas le silence vide des ruines, mais le silence plein et riche de la nature. Ici, vous ne trouverez pas de fantômes de princesses tragiques. Vous trouverez des anciens Hazaras assis, racontant les épopées de leur peuple, des histoires de résistance et de résilience, des histoires qui, comme la pierre, ont perduré. Leurs voix se mêlent au soupir éternel du vent, une histoire vivante, gardée par une seule pierre silencieuse. C'est un rappel que certains secrets ne sont pas enterrés dans la violence, mais sont détenus à découvert, attendant que nous soyons assez silencieux pour les entendre. Nous avons vu la beauté, mais peut-elle jamais être vraiment séparée de son histoire troublée? C'est la vraie question. Aimez et abonnez-vous pour plus de mondes cachés.